France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 16, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 7, volet 2. La formation magique de la téléaudition astrale. Cette formation est presque semblable à celle de la voyance. La faculté de la téléaudition astrale consiste à entendre des voix par l'ouïe, même à la plus grande distance, et à être capable de comprendre simultanément le langage de tous les esprits. Au début, cette faculté se manifeste en une pensée audible qui vient de l'intérieur, soit de la région du cœur ou du plexus solaire. Après des exercices suffisants et par l'habitude, la téléaudition astrale se développe à ce point parfaitement que l'on peut tout entendre par l'ouïe supranormale comme si on parlait normalement avec n'importe quel homme. Cette faculté est également propre à tous les mages, et sans elle on ne progresserait en magie que difficilement. Par conséquent, la téléaudition astrale est tout aussi importante que la voyance, et l'exercice qui la concerne ne doit en aucun cas être négligé. Ce qui a été dit au sujet de la voyance, de ses dons, en outre sur les états qui sont dus à des phénomènes pathologiques, est aussi valable pour la téléaudition et le télétoucher. Je traiterai cette dernière faculté immédiatement après ce sujet. Passons sans grande digression à la pratique de la téléaudition. Pour l'exercice qui entre en considération, vous n'avez besoin que d'un condensateur fluidique et d'un peu d'ouate. Avec celle-ci vous faites 2 boulettes de la grandeur de la cavité de l'oreille. Humectez légèrement les 2 bouchons d'ouate avec le condensateur fluidique et placez-les devant vous. Procédez avec l'élément air comme cela est prescrit pour l'éducation des yeux astraux et chargéant le corps par la respiration pulmonaire et cutanée. Le corps entier devient semblable à un ballon gonflé d'air. Imaginez que l'élément air produit dans vos corps astral et matériels la faculté d'entendre à distance. Avez-vous la certitude intime que l'élément air est suffisamment imprégné de votre désir et de votre représentation, projeté soit par le plexus solaire, par une main ou par l'expiration l'élément air préparé dans les 2 petits bouchons, en pressant et en comprimant l'élément air dont votre corps entier est plein, jusqu'à ce qu'il ait exactement la grandeur des bouchons d'ouate qui se trouvent devant vous. Vous pouvez imprégner magiquement à la fois ou l'un après l'autre les 2 bouchons d'ouate avec toute la quantité de l'élément. Cette expérience dépend principalement de la ferme conviction et de la foi inébranlable que cette faculté se développe rapidement en vous. Comme condensateur, vous utilisez une forte décoction de camomille dans de l'eau distillée. Prenez pour un 1/8 de litre 2 cuillerées à soupe pleines de têtes de camomille que vous filtrez après la cuisson et conservez au frais, afin que ce condensateur fluidique ne moisisse pas. Il est vrai qu'un condensateur fluidique moisi n'est pas inefficace, mais il n'est pas hygiénique. Avez-vous chargé à la fois ou séparément ou en plusieurs fois ces 2 bouchons d'ouate avec l'élément air, mettez-les dans les oreilles de façon qu'elles soient tout à fait bouchées. En outre, introduisez l'akasha à l'aide de l'imagination dans la tête entière, transposez-vous avec la conscience dans les régions des oreilles et représentez-vous la faculté de la téléaudition absolue. Imagine que l'akasha introduit dans les oreilles vous donne aussitôt le do de la téléaudition absolue. Après une méditation et une concentration suffisante en ce sens, redissolvez l'akasha dans l'akasha universel, enlevez de vos oreilles les bouchons et mettez-les en lieu sûr, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres personnes. S'il arrivait cependant que les bouchons d'ouate tombent en d'autres mains, vous devez en préparer des nouveaux. Habituellement, il suffit d'enlever les bouchons d'ouate des oreilles pour que l'élément air, pressé à l'aide de l'imagination, puisse être redissous. Il est certainement plus avantageux d'employer de nouveaux bouchons à chaque expérience et de toujours les charger quand on y consacre le temps requis. Voulez-vous employer votre ouïe pour une expérience, alors introduisez simplement de l'akasha de la grandeur de la conque de l'oreille à l'intérieur des conduits auditifs de vos 2 oreilles. Après avoir exercé suffisamment, vous serez en mesure, à l'instant où vous faites cela, d'utiliser la téléaudition pour vos desseins. Dès que vous n'avez plus besoin de cette faculté, pensez à ramener l'akasha dans sa forme originelle, donc dans l'akasha universel. Par l'introduction de l'akasha dans les conduits auditifs, les ouïes mentales et astrales sont influencées et développées et la téléaudition physique est obtenue par l'élément air concentré.
celui qui médite profondément sur ce sujet trouve aussitôt le rapport et peut comparer ce phénomène avec la radio, où l'éther, akasha de la matière, et l'air jouent aussi le rôle d'intermédiaire des ondes du son. Le développement du télétoucheur astral. Avant de passer à la formation du télétoucheur astral, ouvrons notre journal magique et transportons-nous dans le temps où nous nous sommes occupés par l'introspection de nos bonnes et mauvaises qualités d'une manière détaillée. Conformément au miroir magique, nous pouvions alors établir quelles qualités appartenant à l'élément concerné prédominent en nous. Combien l'introspection était alors importante, cela résulte de ce que justement la prédominance des éléments concernés indiquait notre centre astral de la sensibilité. L'élément feu était-il prédominant, le centre de la sensibilité est la tête, plus exactement le front, était-ce l'élément air, c'est alors le cœur, si l'élément eau était prédominant, le plexus solaire, et s'il s'est agi de l'élément terre, ce sont les mains ou les cuisses. Avons-nous de cette façon découvert notre champ astral de la sensibilité, abordons la pratique. Procédez exactement de la même manière que pour l'éducation des deux sens précédents. Un bout de flanelle, d'étoffe ou d'ouate est de nouveau nécessaire, vous l'humectez légèrement avec un condensateur fluidique. Celui-ci peut être de nouveau une forte décoction de camomille. Pour effectuer cet exercice, chargez votre corps simultanément avec l'élément eau et avec le désir que cet élément produise en vous le télétoucheur. Par télétoucheur on entend la faculté de toucher et de sentir tous les phénomènes et toutes les forces qui se manifestent dans les éléments et l'akasha, à cela appartient aussi la psychométrie qui est la faculté de sentir le passé, le présent et l'avenir de chaque objet, de chaque lettre, etc., ainsi que la faculté de matérialiser chaque pensée, chaque esprit, qu'il s'agisse d'un esprit autocréé ou d'un esprit existant déjà dans l'akasha. D'autres facultés qui sont liées à la sensibilité et au toucher peuvent entrer dans la catégorie du télétoucheur. L'intuition a aussi son origine dans le télétoucheur. Ces quelques exemples devraient suffire pour rendre compréhensible la faculté du télétoucheur. Voici la vraie pratique. Dès que vous avez pressé dans le corps entier par les pores et la respiration l'élément eau, chargez-le de la représentation intensive de la faculté de sentir à distance. Vous devez être sûr qu'il est assez fort pour éveiller réellement cette faculté dans notre corps astral. À l'aide de l'imagination, faites sortir l'élément eau de votre corps, soit par le plexus solaire, par le front, les mains ou l'expiration et emmagasinez-le dans l'étoffe ou la ouate humectée avec le condensateur fluidique. Vous pouvez réitérer la charge, cependant pas plus de 7 à 9 fois. Pour effectuer cet exercice, ne prenez pas votre position habituelle, mais étendez-vous à votre aise, selon la possibilité, sur un sofa ou par terre. La condition essentielle est d'être couché bien à plat, seule la tête demeure un peu levée. Pour la formation du télétoucheur astral, l'élément eau n'est pas directement employé, mais seulement l'attraction magnétique de l'eau. Avant l'exercice, placez encore le condensateur fluidique sur le champ de la sensibilité concernée. Cet exercice est à effectuer au commencement avec les yeux fermés. À présent, représentez-vous que votre corps entier nage directement dans l'élément aqueuse universel, de la même façon que si vous vous trouviez au centre de la surface d'un océan infini. Vous ne sentez que l'eau et encore que de l'eau. Soyez très attentif, car, en faisant cet exercice, vous risquez de succomber au sommeil. Il n'est pas exclu que, malgré toutes vos précautions, vous vous endormiez, en ce cas prenez, au prochain exercice, la ferme résolution de ne plus vous laisser vaincre par le sommeil, car si vous en preniez l'habitude, vous ne pourriez, en effectuant les exercices, que très difficilement résister au sommeil. Lorsque vous vous représentez ce qui a été indiqué précédemment, transposez-vous avec la conscience dans le champ de la sensibilité et pensez que la faculté magnétique de l'eau qui se trouve en vous anime les parties les plus subtiles de votre champ de la sensibilité et qu'elle produit le télétoucheur astral. Vous devez pouvoir vous représenter si intensivement l'attraction magnétique de l'eau qu'elle devienne une réalité incontestable. Avez-vous le sentiment certain,
par une longue méditation, que vous avez suffisamment animé ce champ de la sensibilité, cessez alors peu à peu de vous représenter l'eau universelle, redissolvez l'élément eau qui se trouve en vous dans l'élément universel, ôtez le condensateur fluidique et ramenez aussi d'ici l'élément concentré dans l'élément universel, après quoi l'exercice est terminé. Voulez-vous une fois utilisé le champ de la sensibilité, alors la transposition de la conscience dans celui-ci suffit, et la faculté se manifeste sur le champ. Il y aurait encore à considérer qu'il est indiqué d'exercer quotidiennement les sens astraux de la vue, de l'ouïe et du toucher jusqu'au développement parfait, même quand on ne peut consacrer à ces exercices que peu de temps. Le vrai succès ne se fera alors pas longtemps attendre. Nous voulons laisser de côté provisoirement la formation des autres sens, car ils ne sont pas aussi importants pour l'emploi pratique du mage. En tout cas, il est louable à l'élève, sur la base de ces 3 méthodes d'exercice, d'assortir sa propre pratique pour la formation des autres sens. Les facultés acquises par cette éducation des sens astraux sont si vastes que nous ne devons pas nous étendre sur ce sujet maintenant. La joie du succès obtenu pourrait être comparée à celle que ressent un aveugle qui recouvre subitement la vue après en avoir été privé des années durant. Formation magique du corps, 7. Le mage maîtrise-t-il la projection des éléments à l'extérieur de façon à ce qu'il sache projeter ou produire par lui-même ou directement de l'univers chaque élément, il peut à discrétion créer pour lui-même ou pour d'autres des esprits élémentaires et se les rendre utiles. Il pourra engendrer des entités qui le serviront fidèlement non seulement sur le plan mental, mais aussi sur les plans astral et matériels, suivant qu'il les forme, pour mieux dire qu'il les condense respectivement mentalement, astralement ou matériellement. J'ai déjà parlé de la création consciente des formes mentales ou élémentaux. La différence entre un élémental et un élémentaire consiste en ce qu'un élémental est formé par l'imagination et la volonté du mage en vertu d'une forme de pensée consciente et qu'il agit le plus souvent pour lui ou pour d'autres seulement sur le plan mental ou des pensées. Par contre, un élémentaire exerce une influence beaucoup plus pénétrante et beaucoup plus stable, étant donné qu'il est constitué d'un ou de plusieurs éléments. Je parle ci-après de la vraie création d'un élémentaire, ainsi que de la manière de procéder du mage, en me servant d'exemples pratiques et d'une façon aussi détaillée que possible. L'intuition développée par la formation précédente aidera le mage à découvrir des pratiques personnelles suivant le but qu'il poursuivra chaque fois. Conformément à son développement éthique, il n'osera certainement jamais créer des élémentaires à des fins maléfiques, car le monde invisible se vengerait lourdement sur sa personne, étant donné que par la connaissance de la formation des élémentaires le mage a en main une clé de puissance avec laquelle il peut tout obtenir sur les plans mental, astral et matériel. Il doit constamment avoir présent à l'esprit qu'il porte la responsabilité des actions de l'élémentaire créé. Les élémentaires sont dans la main du mage des instruments dociles, ils obéissent aveuglément à sa volonté et accomplissent chaque désir, qu'il s'agisse d'intentions bonnes ou mauvaises. De même que l'on ne peut demander à un menuisier de faire le travail du boulanger, ainsi on ne peut pas non plus demander à un élémentaire qui a été créé dans un but déterminé la réalisation d'une seconde tâche pour laquelle il ne l'a pas été. Par conséquent, il ne faut jamais charger un esprit élémentaire de 2 ou de plus de tâches encore, car alors l'élémentaire ne fait bien et fidèlement ni l'une ni l'autre. En outre, il faut aussi tenir compte ici de l'analogie des éléments. Ce serait faux et contraire aux lois qu'un mage créa un élémentaire qui ne serait pas en harmonie avec l'analogie des éléments. Concernant la forme de l'élémentaire, aucune limite n'est fixée à l'imagination du mage, et il est tout à fait libre de choisir la forme selon son appréciation et son intuition. Que l'on évite toutefois de se décider, par exemple, pour la forme de personnes vivantes ou décédées que l'on a connues ou avec lesquelles on était ou est encore en relation. On pourrait de cette manière très facilement toucher à la sphère des corps mental et astral de l'homme concerné et lui causer de grands dommages. En outre, le mage court le danger qu'un tel élémentaire se retourne contre lui en conséquence de son intelligence et il pourrait beaucoup lui nuire à un moment d'oubli. L'élémentaire sait fabuleusement vampiriser le mage ou l'influencer indirectement pendant le sommeil et lui ménager encore maint désagréments semblables. Que chaque mage prenne à cœur cet avertissement. En outre, un nom doit être donné à l'élémentaire au moment de sa création.
Il est recommandé de choisir des noms peu courants, étant donné que l'élémentaire s'approche du mage dès qu'il prononce simplement son nom. Si l'on a créé plusieurs élémentaires, il faut noter leurs noms, afin de ne pas les oublier. Ces noms toutefois ne doivent être confiés à personne, car un autre mage habile pourrait s'en emparer et les manipuler sans peine. La force et l'action d'un élémentaire dépendent de sa charge. Plus la volonté du mage est forte, plus la projection des éléments à l'extérieur est grande, et un élémentaire ainsi fortement chargé est d'autant plus pénétrant et efficace. Parfois un élémentaire peut être si fortement condensé qu'il devient même visible à des yeux physiques qui ne sont pas éduqués. Un mage peut alors faire travailler un élémentaire semblable visiblement ou invisiblement, selon les besoins. La durée de la vie d'un élémentaire dépend du but pour lequel il fut créé, et celui-ci doit être déterminé immédiatement au début de la création. Le but a-t-il été atteint, le mage redissout alors son élémentaire par l'imagination dans l'élément originel. N'omettez jamais ce procédé de dissolution, car un élémentaire devient, après avoir terminé sa tâche, facilement indépendant en vertu de son instinct de conservation, il se soustrait volontiers, si le mage l'oublie, à son autorité et se transforme très vite en vampire. Le mage subirait alors toutes les conséquences du karma qu'un élémentaire semblable métamorphosé en vampire aurait causé. Par conséquent, il faut être très prudent et très consciencieux en travaillant avec les élémentaires. Beaucoup de mages déterminent la manière de se dissoudre d'un élémentaire immédiatement en le créant, par exemple, en détruisant, en brûlant le nom de l'élémentaire concerné, en exécutant un rituel, en faisant un signe, un geste déterminé ou en employant une formule particulière établie préalablement. Tout cela est absolument individuel et il est laissable au mage de choisir. L'acte de dissolution est particulièrement important. Si le mage l'a sous la main, il peut à tout moment contraindre ses élémentaires à une obéissance absolue, en les menaçant de dissolution. En tout cas, qu'il se persuade qu'il possède une puissance absolue sur la force de maintenir les élémentaires dans une obéissance totale et de les dominer complètement. Cela est, avant toute chose, nécessaire si le mage ne veut pas devenir le jouet des esprits qu'il a lui-même créés. Le mage fera l'expérience que plus un élémentaire le sert loyalement, bien et fidèlement, plus il est confiant et qu'il ne le dissout qu'à regret. Le mage ne doit jamais se laisser influencer par ce sentiment, car autrement il serait trop dépendant de ses esprits. C'est pourquoi il est indiqué de ne déterminer qu'une vie de courte durée à l'élémentaire et dans le cas d'un nouvel emploi, d'en créer de nouveau dans le même but. Cela ne signifie pas évidemment qu'il faille chaque semaine créer un nouvel élémentaire dans un seul et même but, mais il n'est pas avantageux d'avoir pour une affaire un seul et même élémentaire à longueur d'année. Les élémentaires que le mage veut créer pour son usage personnel, il peut les former avantageusement au moyen de la projection des éléments par le corps. Par contre, les élémentaires dont il a besoin pour d'autres personnes, il les créera par la projection des éléments, directement de l'univers. Le mage sait qu'il y a entre chaque élémentaire et lui une liaison invisible qui pourrait être mal employée, s'il créait aussi des élémentaires pour d'autres hommes au moyen de la projection corporelle. Tout mage s'expliquera bien comment cela est possible. En outre, il y a à parler du domicile ou de l'endroit de conservation d'un élémentaire. En Orient, les élémentaires, appelés yidans, sont attachés ou conservés dans des kilikors. Un kilikor est une construction de pierre correspondant à l'idam, à laquelle aucune personne étrangère n'a accès. Le mage exercé n'a pas besoin pour cela d'une place séparée, mais garde l'élémentaire à une place dans le mur, d'autant plus qu'il sait qu'un élémentaire n'est pas lié aux temps et qu'il n'exige pas un espace spécial. L'élémentaire se sentira tout aussi bien dans le mur que s'il était logé dans un espace libre. Dans le mur ou dans un objet solide plus grand, il est encore mieux gardé, car on doit éviter de le fixer à un endroit où des hommes résident en permanence. S'il arrivait qu'un homme prenne la place où se trouve l'élémentaire, un certain trouble le saisirait, et d'autres mauvais phénomènes pourraient encore se manifester. Lors de la création, il faut déterminer immédiatement au début comment l'appel de l'élémentaire doit s'effectuer. Soit par le nom que l'on prononce à voix basse ou en pensée, soit par un mouvement de main, un geste ou un rituel. Cela dépend de l'individualité du mage.
Avant de décrire la partie pratique, le véritable acte de création, je ferai encore observer que le mage ne doit pas se borner qu'à cette pratique. Ce n'est qu'une petite partie de la magie pratique et une indication concernant la manière d'employer ses forces. Le mage ne doit pas se spécialiser que dans celle-ci, au contraire, s'il maîtrise ses pratiques parfaitement, d'autres possibilités sont à sa disposition. Cette partie de la magie n'est à pratiquer qu'au début, où il appartient au mage de s'aider lui-même ou d'aider aussi les autres à souhait, ce qui est réellement le but de ce sujet.